Bon, on va essayer de dire un truc intelligent. Donc déjà là, je suis dans ma permanence parce qu'en fait il y a des stagiaires qui sont en train d'être posés dans les chambres de mes enfants chez moi, donc c'est le bordel et tout ça. Bon, vous en avez rien à foutre, d'accord. Première chose, je me suis fait engueuler par Raymond là sur Facebook qui me dit il n'y a pas de service public en Picardie, point d'interrogation. Je n'ai encore rien entendu ni vu d'écrit de la part de François Ruffin sur ce qui se passe à SNCF avec ce rapport qui à terme va déboucher sur la privatisation, quoi qu'en disent les dirigeants, etc. D'abord, je voudrais dire un truc sur... mais tu veux pas me prendre son micro? Tu crois pas que ce serait mieux avec un micro-cravate? Ah, vas-y, micro. Ouais, tu préfères. C'est reparti. Allez, c'est reparti. Ça marche, là, le micro? Le micro marche. Ok, ça roule. Donc, non... Bon, donc je suis sommé par Raymond de réagir sur la SNCF. Je voudrais dire un premier truc, c'est que je déteste l'actualité. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Je me souviens que je suis rentré au concours du CELSA, donc qui est une école de journalisme à Paris. Et la personne, le prof, me demande à l'oral qu'est-ce que vous voudriez mettre en une du journal ce matin. Et je leur réponds, moi, l'actualité ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité, le mouvement des plaques tectoniques en profondeur. Tandis que la réalité, c'est juste le bruit des vagues en surface. Et donc, mais bon, il m'avait dit, mais donc, qu'est-ce que vous mettriez? J'ai dit, bah, par exemple, les poules en batterie, c'est pas d'actualité, ça sera jamais d'actualité, mais je mettrais par exemple ça, l'élevage des poules en batterie. Il m'avait dit, mais vous êtes un révolté, monsieur Ruffin. Moi, révolté, chaussures noires, pantalon noir, chemise blanche, cheveux courts, bon, un truc comme ça. Mais bon, et donc, et à travers toutes mes années d'école au centre de formation des journalistes, finalement, j'ai toujours détesté l'actualité. J'ai toujours tout fait pour m'en tenir à l'écart. Alors je sais que c'est bizarre comme journaliste, et ensuite pendant 18 années de Fakir, ça fait 18 ans que je parviens à faire un journal qui est grosso modo détaché de l'actualité. Le dernier numéro, je pense qu'ici on peut faire de la pub, on n'aura pas de remarque de la déontologie, on n'est pas à l'Assemblée, c'est Thomas en France-Afrique. Et donc là, ça n'a aucun lien avec l'actualité. L'actualité ne m'intéresse pas. Et donc moi qui suis parvenu à fuir à l'actualité comme journaliste pendant 18 ans, depuis que je suis député, je suis rattrapé par cette actualité. Je veux dire, je fais des radios de temps en temps et puis on me demande mon avis sur la Corse. Là, je vois Alexis Corbière est passé chez Bourdin ce matin. Il faut qu'il sache tout sur la réforme de l'apprentissage, sur les impôts, sur l'assurance chômage. Comment tu fais ça ? Comment tu sais tout sur tout tous les matins? Bon, bah j'en sais rien. Donc voilà, je tiens à me tenir à distance de l'actualité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui retiennent mon attention à l'intérieur, mais en tout cas, je veux avoir le temps, non pas de réagir, c'est ce qu'on nous demandait en permanence à l'école de journalisme, c'était de réagir, d'avoir des réflexes. Le réflexe, il s'arrête à la moelle épinière. La réflexion, elle doit aller jusqu'au cerveau et donc du coup, elle prend plus de temps. Mais bon, donc voilà. Venons-en néanmoins à la SNCF. J'ai pas encore complètement bossé le dossier. Donc j'ai lu les notes qui ont été faites par les collaborateurs du groupe et tout ça, mais ma référence en la matière, le mec avec qui je bosse, et ça fait depuis 2005, donc vous voyez, c'est Philippe Mulstein, qui est ingénieur à la SNCF, qui est maintenant à la retraite et qui était Sudrail. C'est avec lui qu'on a fait un super dossier, à mon avis, sur le fret en France et en Europe, avec montrer comment tout a basculé vers le tout camion et tout ça. Et donc là, je l'ai eu au téléphone hier, dimanche, pour commencer à discuter avec lui de la réforme en cours et surtout quels sont peut-être les axes de travail qui ne sont pas pensés à savoir contester la politique de la SNCF qui est une politique de classe. Quand on axe tout sur le TGV et que les intercités que nous on prend régulièrement entre Amiens et Paris, on n'en a rien à foutre quand ils arrivent en retard, qu'il faut bloquer les TGV, le départ des TGV en gare du Nord comme ça se faisait en un moment pour qu'on finisse par s'intéresser aux intercités. Quand l'abandon des petites lignes, c'est une vraie politique de classe qui est menée. Donc premier axe. Deuxième axe, ce sont en fait l'oligarchie de la SNCF qui
a conduit à des échecs stratégiques et qui maintenant met ça sur le dos des petits travailleurs. Je veux dire, si on prend Elisabeth Borne, elle était donc ministre, maintenant elle était à la direction de la SNCF, direction stratégique. Florence Parly, qui a touché des dizaines de milliers d'euros par mois, elle était à la direction de la SNCF. Ce sont eux qui ont conduit vraisemblablement la SNCF à cet échec, qui peut-être pas sur tout, mais enfin avec ce choix du tout TGV, et ça serait maintenant aux cheminots de payer. Donc ça c'est un deuxième axe, et ensuite c'est sur quoi on investit dans le transport en France, hein. Et là, moi, c'est Philippe Mustein qui m'a sorti ça, hein. Les investissements entre 1990 et 2016 en matière de transport en France, aux 2/3, 66%, c'est sur la route. On donne du pognon à la route. La route, elle est subventionnée aujourd'hui. Elle est très très fortement subventionnée. Tandis que le rail représente, lui, que 17,3% des investissements entre 90 et 2016. Donc c'est-à-dire à peu près 4 fois moins. On a un rail qui est 4 fois moins subventionné que la route. Donc voilà. Maintenant, pour dépioter ça, il va me falloir, d'autant que j'étais en vacances la semaine dernière avec mes mômes, il va me falloir un petit peu de temps pour rediscuter avec Philippe, pour digérer les informations, pour mettre ça en liaison avec le rapport Spinetta et pour produire une contre-information qui nous soit propre. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a un deuxième volet sur la SNCF, c'est le volet action. C'est le volet comment on fait pour s'opposer à ça. Je disais que j'étais en vacances la semaine dernière avec mes mômes. On a visité le musée du Louvre. On est dormi à l'Assemblée et tout ça. Puis après, ouais, c'était l'hôtellerie. Et après, on a visité le musée du Louvre. On est tombé sur les deux tableaux des Horaces et des Curiaces. Tu connais cette histoire ou pas ? Non, tu connais pas cette histoire. Tu vois, je vais te la raconter comme à mes mômes. Donc sur le premier tableau, on voit le serment des Horaces. Ils sont 3 et ils jurent à leur père qu'ils vont défendre l'honneur de Rome. C'est-à-dire Rome et Alba se bagarrent, mais à la place de décider que ce soit les deux villes qui se battent, ils choisissent que ça sera 3 contre 3. Et ça sera au meilleur des 3 qui gagnera, tu vois. Et donc, les 3 qui sont choisis par les Romains, c'est 3 Horaces. Les 3 qui sont choisis par les Albins ou les Albans, je sais pas comment on dit, ce sont les Curiaces, tu vois. Et au début, les 3 Curiaces, paf, ils tuent 2 Horaces. Donc le gars, il se retrouve tout seul. Et là, à la place de combattre, il se met à courir. Comme ça, qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien, il y a un Curiace qui le rattrape d'abord, qui court plus vite que les deux autres, et paf, l'Horace, il tue le premier Curiace. Il continue à courir, et après, il est rattrapé par un deuxième Curiace, et paf, il tue le deuxième Curiace, et il est rattrapé par un troisième Curiace, et là, boum, il le tue à nouveau. Et donc, il gagne, alors qu'au départ, il était à 3 contre 1. Quel est le rapport ? Vraiment, on se demande. En fait, c'est que, et ça, je l'emprunte à Serge Halimi, quand il écrit Le Grand Bond en arrière, c'est que la mondialisation, elle l'a pratiquée de la même manière. Si la mondialisation, elle avait pris les 3 en même temps, si elle avait pris les ouvriers du textile en même temps que les enseignants, et en même temps que les cheminots, et en même temps que l'hôpital, si tout ça avait été pris d'un bloc en même temps et que c'était des réformes, entre guillemets, parce qu'en fait il faudrait dire contre-réformes, imposées à tous en même temps, eh bien il y aurait eu un bloc qui s'y serait opposé et on aurait gagné. L'ennui, c'est que tout ça fonctionne successivement. Que c'est comme une falaise qui s'érode. Ils ont pris l'un, ils ont pris les ouvriers du textile, ensuite et maintenant ils prennent les cheminots. Bon, donc c'est comment on fait pour refaire du tous ensemble. Et là il y a une question de stratégie pour faire que dans cette lutte, eh bien il y a des tas d'autres corps de citoyens qui se reconnaissent ça. Comme pendant la loi travail, on avait fait quelque chose qui était contre la loi travail et son monde. Là, il faut que ça soit contre la réforme de la SNCF et son monde. Bon, voilà. Donc, il s'agit de mettre les mains dans le cambouis, de jouer un peu de mécano-social, de voir, je dis toujours, pour un moteur à explosion, il faut qu'il y ait la rencontre de deux éléments. Ben là, c'est pareil, il faut qu'il y ait 2 ingrédients qui se mélangent. Ça ne peut pas être que les cheminots tout seuls, voire même peut-être pas que la fonction publique tout seul. Il faut que ça rencontre un autre élément. Donc là, il y a peut-être un coup à jouer, mais il va falloir y réfléchir. Donc ça, c'est le deuxième truc. Alors,
Jeudi, c'est dans mon actualité, même si c'est pas dans l'actualité avec le grand A majuscule, en tout cas c'est dans la réalité, mais ça, je sais que ça fera jamais la une des médias. Il y a le dossier David Caron qui passe devant la cour d'appel d'Amiens. Alors, qui est David Caron? Il fut un temps en 2012 où, avec des camarades, je rédigeais Le Zonard, qui était le journal de l'Union locale zone industrielle d'Amiens. À l'époque, j'avais eu David Caron au téléphone, qui était un salarié de l'entreprise d'Imevalf. Que fait cette entreprise? Elle était en fait un sous-traitant de Valeo. Elle reprenait les embrayages et elle les nettoyait. Et ça veut dire que David était au contact constamment avec de l'amiante, avec du zinc, avec de la silice et avec un produit chimique qui s'appelle Osiris. Bon, et quand on l'a appelé, il était atteint d'un cancer de l'œsophage. Et il savait qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre. Et son objectif, pendant les quelques mois qui lui restaient à vivre, c'était d'être reconnu en maladie professionnelle pour que sa veuve, Céline, et ses enfants puissent toucher une rente, quoi. Et donc c'était sa bagarre. Et donc il allait voir des médecins, se faire des certificats et tout ça. Bon, il est décédé comme prévu. Comme il l'avait prévu quelques mois plus tard. Et avec sa femme Céline, on a repris le dossier. Il y a eu un premier refus du C2RMP, Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est déjà le truc que je tacle dans tout ce qui est mon dossier sur le burn-out, sur les troubles psychiques liés au travail, donc qui a dit, voilà, c'est hors tableau, le cancer de l'œsophage, c'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, donc point barre, quoi. Bon, moi je suis allé visiter l'usine. J'ai les points de comparaison, ça fait 18 ans que je visite des boîtes, quoi. C'était vraiment sordide. Ces eaux-là, quoi. Mais vraiment, les mecs, ils respirent de l'amiante, de la poussière, de tout, soit sans rien, soit avec des masques que tu mets pour faire de la peinture, tu vois. Ils avaient les gants qui plongeaient dans le bain, là, Osiris, qui étaient marqués produits toxiques, c'était marqué partout, attention, c'était des gants avec lesquels tu fais la vaisselle. Tout était comme ça. J'ai discuté avec les collègues. Alors, bon, il y avait ce qui est plus visible, c'est-à-dire les toilettes dégueulasses, la tôle complètement déglinguée. Bon, voilà. J'ai discuté avec les collègues. Quand Valeo venait faire un audit, ils prévenaient à l'avance. Ce qui fait que les trucs étaient cachés. Les machines, elles étaient mises dans des coins et tout ça. On planquait le truc. Et voilà, il n'y avait pas de contrôle, il n'y a pas eu d'intervention extérieure. Et donc, lui et ses collègues, ils ont respiré ça, lui, pendant des décennies, quoi. On sait qu'à côté, il ne buvait pas d'alcool, qu'il ne fumait pas, que son boulot auparavant, c'était, il faisait de l'équitation, il était prof d'équitation, enfin, c'est pas prof, mais enfin, il s'occupait des chevaux, palefrenier, voilà, en baie de Somme. Donc, c'était vraiment pas des trucs dans lesquels tu chopes un cancer. Donc, il se chope le cancer de l'œsophage. Et le C2RMP vient dire non, c'est pas une maladie professionnelle, c'est pas dans le tableau. Donc on allait voir le collègue, on allait voir son frère aussi qui avait bossé dans la boîte, qui était responsable sécurité pendant 2 ans mais qui avait démissionné parce que chaque fois qu'il demandait un truc, c'était pas fait. Il y avait eu 2 incendies en 2 ans et pareil, on planquait tout. Bon, et après ça, je suis allé voir Annie Tebomoni, donc qui est chercheuse à l'INSERM, qui a beaucoup travaillé sur les maladies professionnelles, qui a tout un groupe de travail là-dessus, qui est par ailleurs la compagne de Henri Pezra, l'homme qui a mené le combat contre l'amiante et qui l'a remporté pour le coup, en tout cas pour faire reconnaître le désastre qu'est l'amiante, elle a accepté de prendre en charge le dossier de David Caron, c'est-à-dire de missionner des gens de son équipe pour très méticuleusement retracer sa carrière, les gestes qu'il effectuait dans son travail,
analyser les symptômes de sa maladie, sortir des articles scientifiques qui montrent bien, et d'ailleurs le Bureau international du travail, il me semble, mentionne le cancer de l'œsophage comme étant, pouvant être une maladie professionnelle, enfin, fournissant tout, et nous mettant en contact aussi avec Nadine Melin, qui est avocate, et une avocate spécialisée là-dedans, qui fait que le dossier a pu être correctement défendu. Et pourtant, l'avis du deuxième C2RMP, c'est quasiment le même. C'est des trucs, mais ça me révolte, quoi. Ce que ça tient en... Regardez ça. Voilà. Voilà un homme qu'on peut considérer que c'est un meurtre qui a été commis à feu doux en lui faisant bouffer toute cette merde pendant des années. Et voilà l'avis du C2RMP. Ça tient en une demi-page, il y a 2 croix. Le C2RMP rejette le lien direct essentiel, paf, une petite croix. Et là, vous avez avis du comité défavorable, paf, une deuxième petite croix. Et puis vous avez quelques lignes où on vous dit, bon, bah d'accord, qu'on sait bien qu'il a respiré tout ça, hein, qu'il y a eu une polyexposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, ainsi qu'à des poussières ayant pu contenir des fibres d'amiante et de silice cristalline. On vous dit, oui, d'accord, mais... l'analyse de la littérature scientifique concernant les expositions précédemment mentionnées, le cancer de l'œsophage, ne permet pas, en l'état actuel des connaissances, de retenir l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et ces expositions. Bref, c'est du traitement, c'est le truc de gratte-papier, c'est de la bureaucratie, ils en ont rien à foutre, ils écrivent les mêmes lignes qu'ils écrivent à chaque fois, parce que c'est hors tableau, et et il faut combien de morts pour qu'on finisse par reconnaître ça? Comment ils vont faire évoluer ça? Et ensuite, il y a un petit mot sur... mais on est évidence un facteur de risque extra-professionnel majeur pour la pathologie déclarée. Mais on ne nous dit pas ce que c'est, ce qu'il y aurait d'extra-professionnel. Voilà, ça tient en 9 lignes. L'avis de cet homme, il n'y a pas eu de poursuite évidemment contre l'employeur, il ne s'agit pas de le mettre en prison, là il s'agit juste que sa veuve ait le droit à une pension au-delà des, je crois, 115 € de pension de reversion, et démerde-toi avec ça quand tu as 2 mômes, et ben voilà, et on a 9 lignes, c'est-à-dire que c'est même pas est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est comment ça se fait que c'est aussi peu motivé, comment ça se fait que tu as l'impression d'avoir pour les travailleurs une sous-justice pour des sous-citoyens. Bon, voilà. Et donc, ça passe en appel jeudi. J'espère que ce qui va être rendu sera plus positif, mais j'espère surtout que on va aller vers une réforme de ces trucs-là, de ces C2RMP, pour avoir droit à une vraie justice pour les salariés de ce pays, quoi. Et donc voilà, le cas David Caron me paraît tout à fait emblématique de ça. C'est pas dans le tableau, on s'en branle. Voilà. Donc je sais que ça rentrera jamais dans l'actualité, tu vois. Ou alors, bon. Donc voilà. Alors ça c'est. Sinon quoi d'autre? Sinon. Mon actualité à moi, c'est ce soir, je fais la poste à Abbeville, puisqu'il y a une poste qui doit peut-être fermer, mais c'est pas sûr. Et puis souvent, les gens, ils ont l'impression que les décisions, elles sont prises loin d'eux et tout ça. Et donc là, en interpellant le PDG de la poste, il y a le directeur régional de la Poste qui va venir s'expliquer devant les habitants et expliquer vers quoi il veut aller pour l'implantation postale à Abbeville. Et donc ça, je trouve que c'est bien qu'il y ait un rapprochement et on verra ce que donne ce dialogue que nous organisons. Ensuite, moi, c'est les débuts de mes auditions sur l'agriculture, c'est-à-dire que je fais mes propres auditions en vue du projet de loi. C'est un thème de l'agriculture qui me paraît intéressant parce que ça permet de venir heurter quelques dogmes. On va pouvoir demander là, par exemple, un prix garanti ou un prix plancher qui aille contre le marché. On peut demander à ce qu'il y ait peut-être en matière d'agriculture moins de mondialisation. Donc bon, je reviendrai là-dessus dans les prochaines semaines, donc je ne vais pas vous gonfler avec ça. Sinon, j'avais prévu de faire, je trouve que j'ai un côté à Bernard Pivot apostrophe, j'avais prévu de vous faire les bouquins que j'ai lus, que j'ai bien aimés, et puis tout ça, puisque j'avais une semaine de vacances. J'ai lu une biographie de Kalachnikov, hein, l'inventeur de la K-47, et puis j'ai démarré là, mais du coup, comme c'est le dernier bouquin, c'est tout ce qui va me rester en mémoire, j'ai oublié mes bouquins. C'est une histoire populaire du football, de Michael Correa, à la découverte, je crois, et tiens, pour faire le lien avec l'agriculture, il y a un lien entre la réforme foncière et l'émergence du football.
Je vous fais juste les premiers chapitres qui m'ont paru très intéressants. C'est quoi? Eh bien, à partir du 18e siècle, il y a un mouvement qui va durer longtemps en Angleterre qui s'appelle les enclosures. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait des espaces communs pour tous les paysans, où ils cultivaient ensemble les céréales, où ils faisaient paître ensemble leurs bêtes, et au fur et à mesure, les seigneurs ou la bourgeoisie foncière s'est approprié des espaces et les a enfermés. Et en fait, ça donne naissance, cette réforme foncière donne naissance à l'émergence du football moderne. Pourquoi? Parce que jusque-là, se pratiquait la soule en France, ou la choule, mais ça s'appelait le football là-bas, mais c'était les villages entiers qui se rentraient dans la tronche qui arrachaient une balle, cherchaient à la mettre de l'autre côté, traverser des marais, enfin c'était assez épique. Mais donc il fallait un espace ouvert pour ça. C'était régulièrement interdit par les rois de France comme par les rois d'Angleterre. Mais bon, il fallait un espace ouvert. À partir du moment où il y a des enclosures, non seulement on vole la terre aux paysans, mais on vole aussi leur jeu. Et donc, on rapatrie leur jeu sur un espace fermé, et où à la place que ça soit tout le village, eh ben, c'est 30 contre 30, 15 contre 15, voilà. Bon, et donc, ça croise un autre moment qui est des changements dans les public schools britanniques. Elles s'appellent publiques, mais en fait, c'est les écoles les plus privées qui soient, pour l'élite britannique, où jusqu'à maintenant, il y avait une formation qui était très moyenâgeuse, apparemment, en termes de bravoure, de tout ça, et où les mecs, apparemment, ils pouvaient bloquer leur école pendant des jours, et ils se bastonnaient avec les profs, ils empêchaient les profs de rentrer, c'était quasiment un rite de passage. Bon, voilà. Mais donc, il a été décidé de mettre un peu d'ordre dans tout ça, et le sport a été l'un instrument, via les muscular Christians, donc les chrétiens musclés, ou je sais pas trop, pour introduire de la discipline. Une discipline qui était nécessaire pour le capitalisme, avoir des dirigeants du capitalisme conquérant de l'Angleterre, et pour des dirigeants du colonialisme anglais, il fallait cette discipline. Et donc le sport a été l'instrument de ça, d'où l'invention du football moderne et du rugby moderne. Bon, après, il explique bien, Michael Correa, comment ils se mettent d'accord sur les règles. Et en fin de compte, ça fait écho aussi à l'apparition de la démocratie parlementaire anglaise. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était le bordel dans le football, hein, avec la choule, là, et c'était le bordel aussi dans la manière dont se menaient les mouvements. Vous savez, des mouvements populaires, ça a émergé de partout. Tandis que là, le Parlement devient un champ clos, divisé en deux, et avec un président de séance qui est le maître des règles, tu vois. Et donc finalement, le football moderne est quelque part la transposition sur le terrain de cette démocratie parlementaire, avec deux camps, et avec l'arbitre qui fait tenir, et il y a des règles du jeu, et c'est plus le bordel comme avant. Et là où c'est intéressant, c'est que, donc il y a eu d'abord le vol des terres et du jeu, la récupération et la structuration par l'élite, et il y a comme un retour au peuple ensuite qui se produit, puisque le football devient le sport le plus populaire, et dès, il me semble, 1883 ou quelque chose comme ça, alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait que des aristocrates anglais, des lords, machin, des avocats, qui jouaient au football et qui remportaient la coupe. Et bien là, à partir de 1883, c'est un club du Lancashire, je crois, mais qui remporte la coupe, et c'est un club d'ouvriers dans lequel il y a des tisserands, il y a des plombiers, il y a tout ça. Et le jeu est complètement différent. C'est-à-dire que le jeu footballistique des Lords, c'était un jeu très individualiste. C'était kick and rush. Tu tapes devant et tu cours, quoi. Et tu fais des exploits en dribblant et c'est tout. Et l'ouvrier, le monde ouvrier, les équipes ouvrières forgent un autre football qui est un football collectif fait de passes. Et à partir des années 1880, ce football ouvrier fait de passes l'emporte sur le football aristocratique. Donc il y a quelque part un retour au peuple qui n'est pas exempt d'ambiguïté, parce qu'aussi ça va devenir un moyen d'encadrer les passions populaires, et de faire qu'à la place d'aller à la taverne et d'aller dans les syndicats et d'aller chez les travaillistes, eh bien on aille sur le terrain de foot le dimanche.
Bon, ça y est, j'ai terminé mon côté Bernard Pivot, qui était un peu long là sur le foot, mais je pense qu'il était important d'avoir une page sportive à chaque bulletin. Bon, voilà. Donc, écoute, à la semaine prochaine. J'ai préféré le faire le lundi parce que je sais que ma semaine, elle va être chargée. Et puis, je voulais aussi qu'il y ait quelques jours pour peut-être essayer de donner un peu de résonance au procès David Caron qui risque de se dérouler dans le silence et l'indifférence ce jeudi. Voilà.